Bonjour Jérôme. On, on sait que l'agriculture, c'est la principale contribution d'engrais qui cause la pollution et les algues bleu-vert. Ça fait des décennies qu'on essaie une approche réglementaire pour essayer de corriger ça sans vraiment avoir de succès ou si peu que ça. Est-ce qu'il y a des approches alternatives qu'on pourrait utiliser pour essayer d'avoir un changement quelconque? Bien, évidemment, les cadres réglementaires sont nécessaires parce que ça nous permet de délimiter un peu le carré de sable, de mettre les bonnes balises, mais ensuite, et ça a été montré un peu partout dans le monde, qu'on doit offrir aussi des principes incitatifs. Donc, c'est un peu, si on veut le représenter de façon caricaturale, un peu la carotte et le bâton. Donc, on doit dire ce qui est autorisé, par exemple, dans le cas des engrais, de faire un plan à la ferme, nous permettant d'avoir une bonne vue sur la fertilité des sols, mais aussi d'encourager les agriculteurs, les parties prenantes à être innovants et à adopter des pratiques qui sont plus agro-environnementales, notamment à travers des incitatifs économiques et de l'accompagnement. Y a-t-il des exemples où ce genre de mise en application-là a bien fonctionné et a eu des beaux résultats? Oui, là, en fait, les plus beaux succès sont lorsqu'on est capable de s'adapter à un contexte local. Donc, lorsqu'on essaie d'avoir des politiques incitatives qui sont à une échelle nationale, donc c'est difficile de représenter l'hétérogénéité, le contexte du milieu, autant dans le type de culture que les producteurs, le réseau d'acteurs, les intervenants. Donc, lorsqu'on s'amène à l'échelle d'un territoire, par exemple à l'échelle d'un bassin versant, et qu'on compose une structure d'initiative propre aux caractéristiques du lieu, bien là, on peut voir des beaux succès. Je donne par exemple le cas du bassin versant South Nation en Ontario, tout près de la frontière québécoise, où on a élaboré un marché du phosphore. Donc, on établit une capacité de support du milieu. Voici, notre milieu peut avoir tant d'intrants de phosphore annuellement. Et un peu comme sur les bourses du carbone, on va avoir des créditeurs et des émetteurs. Donc, lorsqu'un agriculteur va s'engager dans des pratiques environnementales, réduisant la charge phosphore, on va lui remettre des crédits phosphore qu'il pourra échanger à, par exemple, des développeurs résidentiels qui doivent, eux, se procurer des crédits sur le marché. Donc, on a une structure d'un marché hybride, bien contrôlé, bien balisé, dans lequel on offre les bons incitatifs pour diminuer la charge. Est-ce qu'il y a des exemples ou des façons où ça pourrait se mettre en place au Québec, puis tu es optimiste que ça va pouvoir se faire? Oui, mais en fait, nous, on aime utiliser dans notre jargon, c'est le terme de service écosystémique. Donc, utiliser la nature pour produire des bénéfices qui peuvent être profitables aux individus, aux collectivités. Donc, on peut penser une intervention en agro-environnement peut produire différents types de services écosystémiques, donc la séquestration de carbone, des habitats pour la biodiversité, dans le cas ici qui nous intéresse, l'augmentation de la qualité de l'eau. Donc, il y a différentes initiatives au Québec qui existent, qu'elles soient publiques, donc par exemple les programmes Prime Vert ou le plan d'agriculture durable du gouvernement du Québec, ou des initiatives privées du type ALUS Montérégie, supportées par l'Union des producteurs agricoles, où on a des enveloppes, des argents disponibles pour augmenter l'adoption de pratiques agro-environnementales à la ferme, notamment dirigées vers une amélioration de la qualité de l'eau. En fait, il y a des facteurs de succès qui nous permettent de dire qu'une initiative va prendre et va avoir son effet sur le milieu. Donc, comme je le disais, il faut composer à la bonne échelle. Il faut être à une échelle locale pour bien comprendre la dynamique des acteurs, les enjeux environnementaux. Ensuite, il faut être capable aussi d'offrir un bon soutien aux agriculteurs. Donc, être sur une ferme, c'est d'être à la tête d'une entreprise et on a beaucoup d'activités à faire. Des fois, on a besoin d'avoir de l'innovation et des porteurs de l'innovation pour nous aider à faire cette transformation-là. Donc, l'accompagnement est ici aussi essentiel. Et finalement, lorsqu'on se remet dans la même lunette de l'entrepreneur, on est pris avec des actifs, des passifs, des immobilisations. Et lorsqu'on est dans culture intensive, parfois, c'est plusieurs millions de dollars qui sont impliqués dans notre entreprise. Donc, ici, les montants qui doivent être joints à ça doivent être également substantiels. Donc, l'idée, c'est de dire, je crois qu'à l'heure actuelle, on a toutes les approches, tous les outils disponibles. Il faut être en mesure de donner les bonnes enveloppes pour que ça ne reste plus seulement satellitaire, mais que ça fasse partie du modèle d'affaires de l'agriculteur. Et peut-être le dernier point à considérer, c'est une perspective d'additionnalité, de synergie.
Donc, de permettre des programmes qui sont flexibles pour qu'ils puissent ensemble effectuer une forme de point de bascule pour l'individu ou un groupe d'entrepreneurs. Donc, on doit être capable ici d'être assez dynamique, flexible pour aller chercher un élément chez Primevert, dans le plan d'agriculture durable, une initiative locale, des crédits carbone. Et lorsqu'on amalgame tout ça, on est capable de transformer nos stratégies d'entreprise.